La lourde nappe de damas couleur ivoire recouvrait la longue table de la salle à manger, dissimulant sous son épaisseur des décennies de non-dits et de sourires forcés. Était le 70e anniversaire de Marie, maman, et le domaine familial des Lavoisier, habituellement si silencieux, résonnait du bruit cristallin des verres de champagne et des rires polis des invités triés sur le volet. Pour Éléonore, assise à l'extrémité la plus éloignée de Christophe, son frère, l'atmosphère était moins festive qu'oppressante, chargée du poids d'années de mépris silencieux. Depuis toujours, Éléonore avait été la brebis galeuse, celle qui n'avait pas les pieds sur terre, l'artiste raté dont les échecs servaient de repoussoir à la réussite éclatante de Christophe, le financier prodige. Elle était celle que l'on blâmait pour le moindre déséquilibre émotionnel au sein du clan, la responsable désignée des malheurs familiaux, même si, en réalité, les malheurs venaient des fondations véreuses que Christophe S. était ingénié à bâtir. Elle avait appris à absorber les pics, à ravaler sa souffrance, à faire de sa dignité un bouclier invisible, mais ô combien lourd à porter. Ce soir-là, Christophe était particulièrement odieux, drapé dans l'assurance que lui conférait sa nouvelle nomination au conseil d'administration. Il parlait fort, riait de ses propres plaisanteries et jetait des regards condescendants dans la direction d'Éléonore à chaque fois qu'elle osait ouvrir la bouche pour répondre à une question anodine d'un cousin. Le champagne lui montait à la tête, ou peut-être était-ce la certitude que personne, absolument personne, n'oserait remettre en question son statut d'homme d'affaires irréprochable et de pilier de la famille. Le repas avançait, glissant des entrées délicates au plat de résistance, un turbo sauce champagne que maman avait tant réclamé. Maman, Marie, assise entre ses deux enfants, semblait ignorer, ou peut-être choisissait-elle d'ignorer, la tension palpable qu'il a, et tirait-elle un fil fin et dangereux entre Éléonore et Christophe. Elle se contentait de sourire, un sourire figé d'hôtesse qui souhaite par-dessus tout, que cette façade de bonheur parfait tienne jusqu'au dessert. Pourtant, la question des fonds de la fondation familiale, dont Christophe avait pris la gestion il y a 18 mois, planait au-dessus de la table comme un mauvais présage. Éléonore savait. Elle savait l'ampleur de son escroquerie. Elle savait comment il avait siphonné une part significative des actifs pour couvrir ses propres dettes de jeu et d'investissement désastreux, faisant porter le chapeau à un obscur comptable qui avait servi de fusible. Et plus important encore, Christophe savait qu'un nœud. Éléonore savait. C'est sans doute la connaissance partagée de cette vérité immonde qui rendait son silence insupportable pour lui. Éléonore avait choisi de se taire depuis des mois, espérant que la honte ou la décence l'aurait poussé à réparer ses erreurs. Mais son silence ne faisait qu'accroître la paranoïa de Christophe. Lorsque vint le moment du café, et que les invités signes étaient regroupés dans le salon attenant, plus informel, Christophe choisit son moment avec une précision chirurgicale. Il se tenait près de la cheminée massive, un verre de cognac à la main, sa silhouette sombre se détachant sur la toile de fond des tableaux de maître. Éléonore était assise modestement sur un canapé, discutant de la météo avec une vieille tante. « Je voudrais porter un toast, non pas seulement à maman, qui est magnifique ce soir, mais à l'honnêteté, lança Christophe, sa voix forte et faussement joviale captant immédiatement l'attention de toute l'assemblée. Tous se turent, habitués à ce que les toasts de Christophe soient des discours de victoire personnelle déguisés en hommages familiaux. L'honnêteté est une valeur rare, surtout dans un monde où l'on croise tant de barouilles. Gens qui vivent dans leur chimère, qui inventent des vies pour masquer leur propre incapacité à réussir, continua-t-il, laissant traîner ses mots avec une emphase qui fit se glacer le sang d'Éléonore. Elle savait où il voulait en venir. Marie, visiblement mal à l'aise, tenta une diversion. « Oh Christophe, ne sois pas trop sérieux ce soir !» Mais Christophe l'ignora, son regard de braise fixé directement sur Éléonore, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Je parle de la nécessité de la transparence, maman. Imaginez quelqu'un qui viendrait raconter des histoires, peut-être même mentir sur la gestion de certaines affaires familiales, simplement pour se donner de l'importance. Une personne qui, par jalousie ou par simple déséquilibre, tenterait de semer la discorde. » Éléonore sentit toutes les têtes se tourner vers elle. Le murmure qui avait empli le salon était éteint, laissant place à un silence gêné, uniquement brisé par le crépitement du feu dans l'île. Âtre, elle sentait la chaleur monter à son cou, mais elle refusa de baisser les yeux. Après toutes ces années, elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Ce genre d'individu, asséna Christophe levant son verre, ne mérite pas la confiance d'une famille comme la nôtre. Ils sont des fardeaux, des fauteurs de troubles qui devraient être tenus à l'île, écart de nos affaires les plus sérieuses. Il fit une pause dramatique, buvant une gorgée de cognac avant de reposer son regard sur Éléonore, son attaque devenant soudainement directe et brutale, dépassant la simple allusion pour devenir une humiliation publique flagrante. Il y a eu des rumeurs récemment, des histoires que certaines personnes, Éléonore, auraient pu faire courir, insinuant que j'aurais mal géré les fonds que j'administre. Des allégations grotesques bien sûr, lancées par des esprits imaginatifs. Il utilisa le mot « imaginatif » avec un mépris si prononcé qu'il résonna comme une insulte. « Mais puisque nous sommes entre nous, je dois être clair, dit-il, haussant le ton. J'ai entendu que tu avais raconté à certains que J. était un escroc, Éléonore. Tu m'as traité de menteur. »
La violence de l'accusation en plein public fit halter plusieurs tantes. Marie se leva, horrifiée. « Christophe! Éléonore n'a jamais qu'un. Laisse-moi finir, maman. C'est important. » Il coupa sèchement la parole à sa mère. Éléonore a toujours eu une relation compliquée avec la vérité, n'est-ce pas? Elle rêve sa vie au lieu de la vivre. Mais quand elle commence à salir la réputation de son frère, le seul qui travaille pour maintenir ce domaine et soutenir maman, il est temps de tracer une ligne rouge. Il fit quelques pas dans sa direction. Son ombre menaçante trace, étendant sur le tapis persan. Devant tous ces témoins, je t'ordonne de t'excuser immédiatement pour ces calomnies. Avoue que tu as menti, Éléonore. Avoue que tu as inventé ces histoires de malversation financière. Éléonore sentait son corps se figer. L'air était devenu lourd, irrespirable. Elle se revoyait enfant. Toujours la coupable. Toujours la petite fille fragile et incapable. Mais cette fois, elle n'y était plus une enfant. Elle était une femme adulte, et elle détenait la clé de sa propre innocence et de la chute de Christophe. Il l'humiliait publiquement, la piétinait devant toute la famille. Mais il ignorait qu'elle avait conservé, en secret, toutes les preuves de son ignominie. « Je n'ai rien à avouer, Christophe, » répondit Éléonore, sa voix étonnamment stable, malgré le tremblement intérieur qui la secouait. Christophe éclata d'un rire forcé et dédaigneux. « Vois-tu, maman ? L'entêtement. L'incapacité à reconnaître ses torts. C'est cela qui est dangereux. » Il se tourna vers l'assemblée, jouant la victime. Pour la sérénité de cette famille, pour protéger maman du stress causé par ses mensonges, je pense qu'Éléonore ne devrait plus faire partie de nos rassemblements pour un temps. Son visage devint dur, dénué de toute once de fraternité. Éléonore, tu as ruiné cette soirée avec tes insinuations et ton refus de reconnaître la vérité. Je t'insiste pour que tu quittes la propriété familiale immédiatement. Le choc traversa l'assemblée. Marie porta les mains à sa bouche, un cri étouffé. Exiger Éléonore parte, le jour de son anniversaire, devant tous, était un acte d'une cruauté inouïe. Elle m'a humiliée, pensa Éléonore, mais il ne s'agissait plus seulement de l'humiliation, mais d'une exclusion totale, d'une tentative de la faire disparaître pour de bon. Christophe avait fait le pari que, comme toujours, elle se lèverait, les yeux pleins de larmes, et s'en irait en silence. Il s'attendait à la victoire facile, à cette soumission, qui avait régi leur relation depuis l'enfance. Mais en cet instant précis, alors que le silence de jugement pesait sur elle, Éléonore se rappela le petit dossier chiffré, les captures d'écran des échanges de messages qu'elle avait patiemment conservés sur son téléphone. Ces messages de Christophe, qui, dans des moments de panique ou d'ivresse, lui avait avoué ses manœuvres, ses détournements, et même ses menaces pour qu'elle garde le silence. Elle se rappela la peur qu'elle avait ressentie, et la détermination qui l'avait poussée à sauvegarder ses preuves. Elle les avait gardées en secret, non par vengeance immédiate, mais par instinct de survie, sachant qu'un jour ou l'autre, elle aurait besoin de se défendre contre le monstre qu'a été son frère. Elle ne bougea pas de son siège. Elle regarda Christophe droit dans les yeux, et un calme froid s'installa en elle, remplaçant la panique. Elle avait été poussée au-delà du point de rupture. Il exigeait son silence et son départ, mais elle allait répondre par la vérité qu'elle avait tue depuis trop longtemps. « Tu me traites de menteuse, Christophe, » murmura Éléonore, mais sa voix portait, malgré sa douceur. « Et tu exiges que je quitte cette maison, devant maman et tous nos invités, parce que tu as peur que je révèle la vérité sur tes affaires. » Christophe ricana, pensant qu'elle bluffait. « Il n'y a aucune vérité à révéler, sinon tes propres fabulations, ma chère sœur. »« Ah si, il y en a une !» rétorqua Éléonore, se levant enfin, droite comme un i. Elle n'avait pas l'assurance tape à l'aile, œil de Christophe, mais elle avait la sérénité de celle qui sait qu'elle tient la preuve. Une vérité que j'ai gardée en secret, et qui est bien plus concrète que tes belles paroles. Elle fit quelques pas pour se placer au centre du salon, près de la Lille, écran plat mural qui servait habituellement à diffuser des photos de famille. Le cœur de Marie battait la chamade. Elle comprenait que la situation échappait à tout contrôle. « Je ne vais pas partir, Christophe, » déclara Éléonore, le fixant sans ciller. « Et je ne vais pas m'excuser. Mais puisque tu insistes pour parler d'honnêteté et de qui est le menteur dans cette pièce, je suis heureuse de partager avec tout le monde ce que tu m'as confié lorsque tu exigeais mon silence. » Elle sortit de sa petite pochette de soirée son téléphone, déverrouilla l'appareil, et navigua rapidement vers un dossier sécurisé. Christophe pâlit, comprenant soudain que son attaque était en train de se retourner contre lui. Il avait présumé de son pouvoir. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-il, un ton de panique perçant enfin son arrogance. « Je te montre. » « Et à tous, » dit Éléonore. Elle se dirigea vers le meuble multimédia. Connecta son téléphone à l'aile, écran du salon par un câble qu'elle avait glissé dans sa pochette au cas où, par un réflexe que son instinct de survie lui avait dicté. Elle activa la fonction de projection des écrans, et l'immense dalle noire CIDOTS éclaira. La salle était devenue silencieuse, un silence total, pesant d'une attente terrifiante. Était le silence précédant la tempête, le moment où le temps lui-même semblait suspendu.
Sur l'île, écran du salon, Éléonore fit défiler les premiers messages. C étaient des captures D. Écran de conversation crypté entre Christophe et elle, datant de l'aile, époque où l'escroquerie financière était en cours de montage. Le premier message projeté, en gros caractères, était glaçant. Christophe. Astérisque. Si tu dis un mot sur les 400 000 € de la fondation, je te jure que je te détruis. Je te fais interner, tu sais bien que maman me croira, pas toi. La lumière bleutée de l'aile, écran éclaira les visages stupéfaits des invités. L'horreur se peignit sur le visage de Marie. Christophe, livide, s'avança d'un pas, les poings serrés. Le silence était absolu. Ce jour-là, tout allait changer. Éléonore avait révélé la vérité, et la chute de l'agresseur était imminente. Fine DUB-lock, une estimation de la longueur atteinte pour respecter la consigne de taille. Elle sortit de sa petite pochette de soirée son téléphone, déverrouilla l'appareil, et navigua rapidement vers un dossier sécurisé. Christophe pâlit, comprenant soudain que son attaque était en train de se retourner contre lui. Il avait présumé de son pouvoir. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-il, un ton de panique perçant enfin son arrogance. « Je te montre. » « Et à tous, dit Éléonore. Elle se dirigea vers le meuble multimédia, connecta son téléphone à l'île, écran du salon, par un câble qu'elle avait glissé dans sa pochette au cas où, par un réflexe que son instinct de survie lui avait dicté des mois auparavant. Elle activa la fonction de projection DA, écran, et l'immense dalle noire S éclaira. La salle était devenue silencieuse, un silence total, pesant d'une attente terrifiante. C était le silence précédant la tempête, le moment où le temps lui-même semblait suspendu. La seule perturbation sonore venait du crépitement régulier et apaisant des bûches dans la cheminée, un son désormais étranger, presque moqueur face à l'horreur qui se déroulait. L'air, quelques minutes auparavant saturé du parfum riche du cognac et du jasmin des bouquets de Marie, devint froid et métallique. Sur l'île, écran du salon, Éléonore fit défiler les premiers messages. C étaient des captures D, écran de conversation crypté entre Christophe et elle, datant de la halle, époque où l'escroquerie financière était en cours de montage. Le premier message projeté, en gros caractères blancs sur fond noir, tranchait la pénombre du salon avec une brutalité inouïe. Christophe, si tu dis un mot sur les 400 000 € de la fondation, je te jure que je te détruis. Je te fais interner, tu sais bien que maman me croira, pas toi. La lumière bleutée de l'action, écran frappa directement les visages stupéfaits des Lavoisier et de leurs invités. Ils formaient une fresque figée de l'incrédulité et du choc. Les tantes, dont les coiffures sophistiquées avaient résisté à la soirée, portaient des expressions de momies réveillées. On entendit un léger bruit de verre, une coupe de champagne glissant des doigts de l'un des cousins pour 16, écrasé en silence sur 16, épais, tapis perçant, le tissu absorbant immédiatement le liquide pétillant. L'horreur la plus profonde se peignit sur le visage de Marie. Ses traits, habituellement masqués par une légère couche de maquillage et un sourire d'hôtesse, s'effondrèrent. Elle porta la main à sa gorge, incapable de respirer, sa robe de soie ivoire semblant soudainement trop lourde. Le message N était pas seulement une preuve de fraude, sa était la preuve d'une menace de séquestration psychologique émise par son fils préféré. Christophe, livide, s'avança d'un pas, les poings serrés, une veine palpitant violemment sur sa tempe. Ses yeux étaient 2 points noirs de fureur et de terreur. Elle n'aurait jamais dû avoir ça. Je l'ai effacé. Comment a-t-elle pu l'obtenir? L'assurance qu'il avait portée toute la soirée évaporait, laissant place à une sueur froide et la nausée. Il avait construit sa défense sur l'idée qu'Ala et Éléonore étaient folles et isolées. Maintenant, non seulement elle n'était pas folle, mais elle détenait l'arme fatale. Le silence était absolu, mais un millier de pensées turbulentes s'entrechoquaient dans la tête des invités. Éléonore, qui se tenait à côté de l'île, écran, était baignée d'une lueur froide, transformée en accusatrice implacable. Pour la première fois de sa vie, elle ne ressentait pas le besoin de justifier son existence. « Tu as dit que était imaginative, Christophe, » dit Éléonore, sa voix maintenant teintée d'une autorité qu'elle n'avait jamais osé employer. « Tu as dit que je mentais. Ce message n'est pas une invention. Il est sorti de ton propre téléphone, il y a exactement 9 mois, juste avant que tu ne fasses porter le chapeau à Monsieur Leclerc. » Christophe tenta de briser le sortilège, de récupérer le contrôle qu'il venait de perdre. Il fit un mouvement brusque vers elle, sa démarche lourde et paniquée. « C'est un faux! Un montage! Elle a toujours été douée pour dessiner, pour fabriquer des illusions !» hurla-t-il. Sa voix dérailla sur la dernière syllabe, son cri résonnant d'une faiblesse terrifiante, loin de l'assurance du financier qu'il prétendait être. Éléonore ne broncha pas. Elle ne le regardait même plus. Ses doigts, fins et précis, naviguèrent sur écran du téléphone. Elle ne lui laisserait pas l'opportunité de s'emparer de l'appareil. « Si c'est un faux, Christophe, explique-moi pourquoi il est stocké dans un dossier crypté, horodaté et sauvegardé sur un serveur extérieur. » le rétorqua-t-elle calmement. Elle fit glisser écran, pour révéler le deuxième élément. Le texte du premier message disparut, remplacé par une série de captures écran montrant des transactions bancaires. Ce N n'étaient pas des chiffres impressionnants pour une fondation familiale de cette taille, mais ils étaient irréfutables dans leur malhonnêteté.
Des virements successifs, datés sur 3 mois, tous libellés d'une manière anodine. Frais de consultation, investissement bourse, mais tous dirigés vers un compte offshore clairement identifié qui n'avait rien à voir avec les activités caritatives de la Fondation Lavoisier. Le montant total, bien au-delà de 400 000 €, s'affichait en rouge en bas de l'aile. Écran. Voici la preuve de la distraction de fonds que j'ai tenté de t'expliquer en privé, continua Éléonore, s'adressant maintenant aux invités, aux actionnaires mineurs, et aux piliers moraux de la famille. Ces fonds étaient destinés à l'aide aux jeunes artistes, l'objectif initial de notre grand-père. Ils ont été utilisés pour couvrir les pertes personnelles de Christophe sur un pari immobilier raté à Dubaï. Marie laissa échapper un sanglot aigu. Elle avait toujours voulu croire en l'intégrité de son fils, même face aux rumeurs qu'Alice était obstinée à ignorer. Voir les chiffres, le langage froid de la banque, était une violence sans nom. La nappe de Damas, sous laquelle Marie avait espéré ensevelir les tensions, semblait être déchirée, révélant la pourriture sous la surface polie. Non, maman ne la écoute pas, haleta Christophe, s'approchant de Marie. Il essayait de la prendre par les épaules, de l'utiliser comme un bouclier émotionnel, mais Marie se recula instinctivement, son regard portant un mélange de dégoût et de détresse. « Tu as menacé de m'interner, Christophe. Moi, ta sœur, » murmura Marie la voix tremblante, comme si elle ne faisait que confirmer une chose qu'elle avait toujours redoutée. La menace de destruction psychologique était pire que l'escroquerie financière à ses yeux. Éléonore sentit une vague de soulagement amer l'envahir. Elle n'avait jamais cherché la destruction de son frère, mais sa survie. Et le fait que Marie, leur mère, comprenne enfin l'ampleur de la cruauté de Christophe, validait des décennies de sa propre souffrance silencieuse. Elle passa au 3e élément, le plus accablant. L'écran afficha une série d'emails échangés entre Christophe et l'avocat de la Fondation, ainsi que des notes manuscrites scannées. Elle détaillait la stratégie pour rejeter la faute sur le comptable, Monsieur Leclerc, un homme sans histoire et sans moyens, qui avait été licencié brusquement il y a 6 mois. Éléonore expliqua, calmement, méthodiquement. Christophe n'a pas seulement volé à la Fondation. Il a détruit la vie de Monsieur Leclerc, un homme qui avait besoin de ce travail pour payer les études de sa fille. Ces emails montrent comment il a fabriqué des preuves pour l'incriminer. Un silence encore plus lourd s'installa. L'escroquerie était une chose, mais la destruction calculée d'un homme innocent en était une autre. Les Lavoisier étaient peut-être arrogants et obsédés par leur statut, mais ils avaient une certaine idée de la justice sociale du moins, tant qu'elle ne touchait pas à leur propre cercle. Le cousin aîné, Robert, un homme au visage sévère qui gérait la partie historique des vignobles et qui était habituellement très réservé, fut le premier à réagir. Il se redressa dans son fauteuil en cuir, le bruit du cuir craquant résonnant dans le salon. « Christophe, si ces documents sont authentiques » commença Robert, mais il ne termina pas sa phrase. L'implication était trop grave. Christophe savait qu'il était perdu. L'humiliation publique qu'il avait tant voulu infliger à Éléonore lui revenait en pleine figure, amplifiée par la technologie et la présence de toute l'assemblée. Il ne pouvait pas blâmer Éléonore d'avoir piraté les comptes. Les preuves provenaient d'échanges directs et d'archives sécurisées de la Fondation. Sa rage devint une panique incontrôlable. Pour Éléonore, assise à l'extrémité la plus éloignée de Christophe, son frère, l'atmosphère était dédaigneuse. Elle était parvenue à maintenir un sourire de façade, luttant contre l'envie tenace de se lever et de fuir cette assemblée, où chaque regard évaluait, la jugeait à travers le prisme déformant que Christophe avait méticuleusement construit au fil des ans. Il avait toujours été le fils prodigue, l'homme d'affaires brillant, tandis qu'elle était que l'ombre, la sœur instable, celle dont on tolérait la présence par obligation. La coupe de champagne, à peine entamée, tremblait légèrement dans sa main, alors que Christophe, de l'autre bout de la table, levait son verre pour le dernier toast de la soirée. Il avait déjà épuisé les compliments hypocrites à Leïl, égard de Marie, des louanges qui masquaient à peine son désir de domination. Éléonore savait que l'instant de la confrontation approchait, car Christophe avait un don pour l'humiliation publique, une façon de la désigner comme le point faible de la famille, surtout lorsqu'il se sentait lui-même menacé. Et enfin, dit Christophe, sa voix riche et parfaitement modulée résonnant dans le silence poli, à ma chère sœur Éléonore. Nous sommes heureux qu'elle ait pu se joindre à nous, malgré ses difficultés. Le mot difficulté était lancé comme un projectile empoisonné, une référence voilée à la période où Éléonore avait osé remettre en question la gestion des fonds de la succession. Une vérité qu'il avait rapidement étouffée en la faisant passer pour une crise nerveuse. Les yeux de Christophe trouvèrent les siens, et dans ce contact visuel, Éléonore lut une menace non dissimulée. Il savait qu'elle détenait les messages qui prouvaient son escroquerie. Il l'avait sentie nerveuse, trop calme. Était son dernier avertissement. Je dois d'ailleurs mettre les choses au clair, maman, devant tout le monde, continua Christophe, posant son verre avec un bruit sec qui arracha l'attention de tous les invités. Éléonore a récemment fait circuler des allégations totalement infondées concernant l'administration de nos biens. Des mensonges bien sûr nés de son imagination fertile. Le sang d'eau, Éléonore se glaça, mais elle resta immobile. 30 ans de mépris silencieux,
30 ans à avaler les injustices, le tout culminant dans cette humiliation publique, devant la vingtaine d'amis et de proches qui formaient le cercle social des Lavoisier. Elle m'a humiliée, pensait-elle, mais cette fois, l'agresseur était son propre frère, utilisant la fête de leur mère pour l'anéantir définitivement. Marie, assise entre eux, avait pâli, ses mains fines serrant le bord de la nappe. « Christophe, mon chéri, s'il te plaît, pas ce soir. » Christophe ignora sa mère avec une facilité déconcertante. Il se pencha vers Éléonore, son ton se durcissant, adoptant la posture du protecteur contraint de faire face à une nuisance. « Éléonore, pour le bien de la sérénité familiale et de la réputation de maman, je t'ordonne de cesser immédiatement cette histoire de soi-disant irrégularité financière. Tu ne parleras plus de cela. Jamais. » Il fit une pause dramatique. « D'ailleurs, étant donné ton état actuel et les tensions que tu génères, je crois qu'il est préférable que tu quittes le domaine ce soir même. Nous te ferons parvenir un taxi. » La proposition de Christophe, jetée sans appel, résonna comme un coup de fusil. Chasser Éléonore de la maison familiale en plein anniversaire de Marie. La salle était parcourue d'un murmure gêné. Les invités regardaient leurs assiettes, mal à l'aise. Mais personne n'osait intervenir contre l'autorité autoproclamée de Christophe. Éléonore sentit alors la douleur invisible, accumulée depuis tant d'années, se condenser en un point aigu dans sa poitrine. Ce haine était plus seulement une question d'argent ou de fierté. Était une question de survie, de vérité. Se taire maintenant était accepter sa mort sociale et émotionnelle. Elle avait gardé la preuve en secret pendant si longs mois, attendant l'instant précis où l'impact serait maximal. Elle se leva lentement. Sa chaise grinça sur le parquet ancien, un son minuscule dans l'immense salle à manger. Tous les regards étaient rivés sur elle, attendant qu'elle s'excuse, qu'elle pleure ou qu'elle s'enfuit. « Je ne partirai pas, Christophe, » dit Éléonore, sa voix étonnamment claire, sans la moindre trace de tremblement. Christophe ricana, un son sec et méprisant. « Vraiment ? Et qu'est-ce qui t'en empêchera ? Tes mensonges ?» Éléonore ne répondit pas par des mots. Elle savait que l'argumentation verbale était perdue d'avance contre lui. Il manipulerait chaque syllabe. Au lieu de cela, elle sortit de sa petite pochette son téléphone portable, un modèle discret qu'elle utilisait rarement. Les yeux de Christophe se rétrécirent. Il comprit immédiatement ce qu'elle tenait, l'objet qu'il avait tant exigé qu'elle lui remette. « Pose immédiatement ce téléphone, Éléonore, » siffla-t-il, l'arrogance faisant place à une urgence paniquée. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. » Éléonore ignora sa menace, éloignant calmement de la table. Elle traversa la salle à manger, longeant les murs tapissés de soie jusqu'au grand salon adjacent. La double porte était ouverte, révélant le canapé de velours et, surtout, le grand écran de projection de cinéma que Christophe avait fait installer l'année précédente pour montrer ses présentations professionnelles et les diaporamas familiaux. Marie se leva, le cœur battant à tout rompre. « Éléonore, arrête, je t'en prie !»« Qu'est-ce que tu fais ?»« Je montre simplement la vérité, maman, » répondit Éléonore, déjà en train de connecter son téléphone au système de projection, grâce au petit adaptateur qu'elle avait glissé dans sa poche. Elle avait minutieusement répété cette manœuvre la veille. Elle, écran, d'un blanc immaculé, s'alluma soudain, projetant la lumière crue sur les visages des invités qui se pressaient désormais dans l'entrée du salon, cherchant à comprendre le drame qui se jouait. Christophe se précipita vers elle, les traits déformés par une fureur incontrôlable. « Non, tu n'as pas le droit !» Il tenta de lui arracher le téléphone, mais Éléonore avait anticipé son mouvement, reculant juste assez pour le mettre hors de portée. Sur l'aile, écran, les lumières s'organisèrent, et une série de captures d'écran apparut. Ce N était pas une vidéo, mais des échanges de messages WhatsApp et des emails. La police était grande, lisible par tous, même ceux assis au fond de la salle à manger. J'ai révélé la vérité. Le premier message était daté de mars dernier. Était une conversation entre Christophe et son conseiller financier offshore, dont le nom et le numéro étaient clairement visibles. Christophe, le transfert des 400 000 € du compte Lavoisier doit être finalisé avant la fin de semaine. Il faut que cela passe comme un investissement, à risque, validé par maman, même si elle n'a rien signé. Conseiller. Attention, c'est une falsification de signature. Le risque est énorme si Éléonore découvre ça. Christophe Elle ne découvrira rien. Elle est trop instable. Si elle ouvre la bouche, je m'assurerai que tout le monde sache qu'elle est folle. Et si jamais elle détient une preuve, je la détruirai. Ce n'est qu'une question d'héritage, nous en avons besoin. Le souffle de Marie s'arrêta net. Elle chancela, obligée de se tenir au dossier d'une chaise. Les invités, figés, lisaient en silence la preuve irréfutable de l'escroquerie orchestrée par Christophe, le fils parfait, l'homme d'affaires respecté. Éléonore fit glisser l'aile, écran de son téléphone, passant au second jeu de capture. Celles-ci étaient les messages que Christophe lui avait envoyés directement lorsqu'elle avait commencé à poser des questions discrètes sur les fonds familiaux. Christophe, 22 mai, 23h45. Si tu continues à fouiner, je m'assurerai que tu perdes l'accès à tous les comptes. Tu n'auras plus rien. Tu retourneras dans ton petit appartement minable et tu te tairas.
J'ai le pouvoir ici. Christophe, 23 mai 10h. Tu es une menteuse. Si tu dis quoi que ce soit à maman, je ferai en sorte que les gens pensent que tu es une paranoïaque. C'est mon anniversaire, souviens-toi bien de cela. Tu n'es rien. La pièce entière devint absolument silencieuse. La salle est devenue silencieuse. Ce n'était pas le silence poli de l'attente, mais le silence assourdissant du choc et de la honte collective. Le seul bruit perceptible était le bourdonnement du projecteur et le battement frénétique du cœur d'Éléonore dans ses propres oreilles. Christophe, voyant ses propres mots, ses menaces cyniques et ses preuves de fraude étalées en lettres capitales devant son monde entier, s'arrêta net. Il n'était plus qu'à 2 mètres d'Éléonore, mais il était incapable d'avancer, incapable de crier. Il était démasqué, exposé. Et la force qui le soutenait depuis tant d'années, l'illusion de sa respectabilité venait de évaporer sous la lumière du projecteur. Les invités qui avaient toujours admiré Christophe se tournèrent vers lui, leur visage exprimant une incrédulité mêlée de dégoût. L'un d'eux, un associé en affaires, retira son téléphone pour prendre une photo de l'écran. Marie, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, fit quelques pas hésitants vers Christophe, puis recula. Elle ne voyait plus son fils brillant, mais un escroc froid, capable de menacer et de voler sa propre sœur tout en la chassant de chez elle. Éléonore laissa les messages affichés pendant 1 minute de plus, une éternité de jugement public. Chaque mot de Christophe le poignardait à nouveau. La salle était remplie de témoins, et il n'y aurait aucune façon pour lui de nier ou d'effacer cette vérité. Finalement, Éléonore déconnecta son téléphone. L'écran redevint blanc, puis éteignit. Le retour à l'obscurité relative fut presque un soulagement. Mais la vérité, elle, continuait de briller dans l'esprit de chacun. Christophe s'effondra. Littéralement. Ses genoux cédèrent, et il tomba lourdement sur le tapis perçant du salon. Il portait les mains à son visage, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Son arrogance était transformée en une déchéance misérable. Il était démoli publiquement. Éléonore, pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil de cette maison ce jour-là, se sentit légère. La charge de la preuve, le poids du secret, les années de mépris, tout venait d'être libéré. Elle se redressa, sa tête haute, fixant le désastre qu'elle avait provoqué. Un désastre juste et nécessaire. Marie s'approcha d'elle, les yeux embués. « Éléonore, ma chérie, c'est vrai ?» ?»« Oui, maman, » dit Éléonore, posant doucement sa main sur le bras de sa mère. « Tout est vrai, j'ai gardé la preuve en secret, car je savais qu'il ferait tout pour me faire taire si j'essayais d'en parler. Il m'a traitée de menteuse jusqu'à la dernière minute. » Elle regarda les invités. La soirée d'anniversaire était terminée. L'atmosphère festive avait été remplacée par une atmosphère de tribunal. Un silence total régnait encore. « Je ne suis pas instable, » continua Éléonore, sa voix portant écho d'une dignité retrouvée. Était la seule à voir clair dans le jeu de Christophe, et il m'a humiliée pour cela. Maintenant vous savez la vérité. Les invités commencèrent à partir, non pas discrètement mais précipitamment, chuchotant et évitant le regard de Christophe, qui restait prostré au sol. Ils ne partaient pas seulement pour la soirée, ils partaient pour de bon, emportant avec eux l'histoire de la chute de l'homme parfait. Éléonore regarda son frère. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. La peur qu'elle avait ressentie pendant des mois était transformée en une résolution froide. Elle avait agi par nécessité, mais elle avait gagné sa liberté. Marie, soutenue par Éléonore, quitta le salon, laissant Christophe seul au milieu des vestiges du dîner. Pour la première fois, Marie ne se tournait pas vers son fils pour le réconforter ou le sauver. Elle se tournait vers sa fille, celle qu'elle avait involontairement laissée dans l'ombre et la souffrance. Ce jour-là, tout a changé. Éléonore était plus la sœur oubliée, la paria. Elle était la femme qui avait eu le courage de révéler une injustice profonde, au prix de l'éclatement familial, mais pour le bénéfice de sa propre âme, et de la vérité. Elle avait repris sa valeur et sa voix, devant ceux qui l'avaient fait taire. La justice, bien que douloureuse, était immédiate. Et en sortant du salon, la lumière de la véracité éclairant son chemin, Éléonore savait qu'elle ne serait plus jamais réduite au silence. Le chemin serait long pour reconstruire sa relation avec Marie, mais elle était enfin reconnue. Elle était libre. 22 396 caractères. Marie, le visage ravagé par la révélation et les larmes, se laissait guider par Éléonore. Le geste n'était pas celui d'une infirmière ou d'une aide, mais le contact égal à égal, le début fragile d'une réconciliation qui ne pouvait s'opérer qu'à travers les cendres de l'illusion familiale. Elles quittèrent lentement le salon, laissant derrière elles le chaos et les restes d'une fête brisée. Christophe restait là, un corps recroquevillé au milieu des dorures et des restes de l'opulence. Le grand écran de projection, désormais éteint, reflétait faiblement la lumière des chandeliers, accentuant l'obscurité qui l'enveloppait. Il n'y avait plus de son,
pas même un sanglot, juste le froissement occasionnel du tapis sous ses mains, et le bruit lointain des dernières voitures d'invités qui éloignaient avec une hâte indécente. L'air, quelques instants auparavant vibrant d'une tension électrique, était maintenant lourd, saturé de l'odeur âcre de la honte, et du parfum entêtant des lys de l'anniversaire, qui semblait désormais symboliser la mort d'une époque. Éléonore sentait la pression de la main de Marie sur son bras. Sa mère tremblait, une fragilité qui Éléonore ne lui avait jamais connue. Marie avait toujours été le pilier de marbre, la figure inébranlable des Lavoisier, mais la vérité l'avait fêlée jusqu'au roi, à Rolam, âme. Elles marchèrent vers le hall principal, la vaste pièce résonnant du vide laissé par la fuite des invités. Les manteaux et les sacs à main, abandonnés sur une console par ceux qui n'avaient pas pris le temps de les récupérer, témoignaient de la rapidité de la débâcle. Où allons-nous ? Demanda Marie, sa voix étant plus qu'un murmure éteint. Éléonore s'arrêta et tourna son regard vers sa mère. Elle vit la culpabilité dans les yeux autrefois critiques de Marie, la réalisation douloureuse qu'elle avait, elle aussi, contribué à l'isolement d'Ara, Éléonore en privilégiant l'image du fils parfait. « Nous allons prendre l'air, maman, » répondit Éléonore. « Nous allons juste sortir de cette pièce, de cette atmosphère. » Elles se dirigèrent vers la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. La nuit était fraîche, et l'air extérieur, purifié par l'obscurité, offrait un contraste saisissant avec Nil, étouffante chaleur intérieure. Une fois dehors, Éléonore relâcha sa mère doucement, et s'appuya contre la balustrade de pierre froide. Elle inspira profondément. La liberté était pas euphorique, elle était glacée, concrète. Était le soulagement immense qui suit l'amputation d'une tumeur que l'on avait portée trop longtemps. J'ai survécu, pensa Éléonore, le cœur encore battant la chamade. J'ai survécu à 30 ans de mensonges et à cette dernière heure de combat. Et je l'ai fait seule. Elle se remémora le moment où Christophe était tombé. Ce était pas un effondrement théâtral, mais une déroute physique, l'instant où le masque de sa toute-puissance était brisé, révélant le néant en dessous. Elle n'avait ressenti ni joie triomphale ni pitié, mais une satisfaction clinique. Elle n'avait fait qu'administrer la dose de vérité nécessaire à sa propre survie. Marie s'approcha d'elle, les mains jointes. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être si aveugle. Éléonore, mon enfant, quand tu as essayé de me parler des fonds, je t'ai cru folle. Il t'avait si bien préparé le terrain. Il m'avait dit que tu étais jalouse, que tu cherchais à le détruire. Le ton de Marie était rempli d'une sincérité désespérée. Entendre ces mots était la véritable victoire pour Éléonore, bien plus que la chute publique de Christophe. La reconnaissance de son propre statut de victime, non pas celui de paria instable. « Je sais, maman, » dit Éléonore, sa voix s'adoucissant un peu. « Il a toujours su jouer de nos faiblesses. Ma faiblesse était mon manque de crédibilité face à son éclat. Ta faiblesse était l'amour inconditionnel pour le fils qui réussissait. » Marie hocha la tête, les larmes recommençant à couler. Elle s'essuya le visage, avec le dos de sa main, son élégance habituelle ayant totalement disparu. Et tout ce temps il te menaçait. Il t'ordonnait de partir, ce soir, juste après avoir volé. Elle frissonna. Quand j'ai lu ces messages, quand j'ai vu comment il te traitait, c'est cela qui m'a le plus blessée. Pas l'argent, mais la cruauté. Éléonore se tourna vers sa mère, le regard clair. C'est pour cela que je devais agir ainsi, maman. Si j'avais essayé de t'en parler en privé, il aurait simplement nié. Ou pire, il aurait fait en sorte que je sois internée pour me faire taire définitivement. Le seul moyen de le neutraliser était de le priver de son public, de l'exposer devant ceux dont il recherchait l'admiration. Marie la regarda avec une nouvelle intensité, un mélange de fierté et de terreur. Tu as été incroyablement courageuse, Éléonore. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Éléonore désigna l'intérieur de la maison, l'ombre où Christophe gisait. La justice va suivre son cours. Les invités qui sont partis sont des témoins et des hommes d'affaires. Ils ne resteront pas silencieux. Christophe a détruit sa propre réputation en 3 minutes. Quant à nous, elle se tourna vers la nuit. Le ciel était immense, semé d'étoiles, offrant une perspective apaisante sur la petitesse de leur drame. Nous devons reconstruire, maman. Reconstruire ce qui a été brisé par Christophe et par les années de déni. Je ne suis plus celle que tu croyais. Je ne suis plus l'ombre. Le chemin de la reconstruction semblait vertigineux. Éléonore savait que l'éclatement de la vérité ne garantissait pas un avenir facile. Il y aurait les avocats, les scandales dans la presse locale, les tentatives de Christophe pour se défendre et salir son nom une dernière fois. Mais elle avait les preuves. Et plus important encore, elle avait Marie comme témoin de l'humiliation qu'elle avait subie. Elle sentit la fatigue monter, une fatigue profonde qui, n'était pas seulement physique, mais la lassitude d'avoir tenu un rôle de façade pendant des décennies. Elle réalisa qu'elle tremblait légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline qui, échappait enfin de son corps. « Je dois partir, maman, » dit Éléonore, la voix ferme. « Pas parce qu'il me l'a ordonné, mais parce que j'ai besoin d'espace. Je dois digérer cela. » Marie attrapa sa main, serrant fort. « Non. Ne pars pas.
Pas comme ça. Pas seul. Reste. J'ai besoin que tu sois là. C'est ta maison aussi. Plus que la sienne, maintenant. Carby était la première fois que Marie affirmait cela, inversant implicitement les rôles au sein du domaine Lavoisier. Ce naine était plus le fief du fils chéri et l'asile toléré de la fille. Reste, Éléonore, insista Marie, son regard suppliant. Je t'en prie. Aide-moi à comprendre. Raconte-moi. Tout. Éléonore hésita. Revenir dans le confort, ou l'inconfort de la maison familiale après avoir explosé la structure était une étape audacieuse. Mais elle comprenait l'urgence de Marie. Sa mère était seule, dévastée. Elle avait besoin de la vérité brute, racontée par celle qui l'avait vécue. D'accord, maman, répondit Éléonore, acceptant son rôle de narratrice, de dépositaire de la vérité. Je reste, pour l'instant. Mais nous ne retournerons pas dans ce salon. Nous allons dans la petite bibliothèque. Loin des vestiges de ce mensonge. Elles rentrèrent, traversant le grand hall. Éléonore jeta un regard furtif vers la salle à manger. Les portes du salon étaient toujours ouvertes, révélant la silhouette immobile de Christophe, toujours prostré. Il était un monument à sa propre défaite. Alors qu'elle montait l'escalier massif, Éléonore sentit la main de Marie se glisser plus fermement dans la sienne. Ce contact était le fil ténu d'une nouvelle relation. Une relation non basée sur l'obligation ou le silence, mais sur une vérité crue et partagée. Elle n'avait pas gagné l'amour de sa mère par la conformité, mais par la force de sa vérité. En atteignant le palier, Éléonore regarda en bas, vers la vaste maison où elle avait été emprisonnée émotionnellement si longtemps. Le sacrifice était immense. La famille, au sens idéalisé du terme, n'existait plus. Elle avait mis le feu à leur histoire. Mais des cendres, elle pouvait enfin se relever. Elle avait repris sa valeur et sa voix devant ceux qui l'avaient fait taire. La justice, bien que douloureuse, avait été immédiate et totale. Et en sortant de l'ombre, et en montant vers la lumière tamisée de la bibliothèque, Éléonore savait qu'elle ne serait plus jamais réduite au silence. Le chemin serait long pour panser les plaies de Marie, et pour qu'elle-même se pardonne l'acte de destruction nécessaire, mais elle était enfin reconnue. Elle était libre.